Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière où j'avais envie de profiter de ce mois de décembre pour faire un petit peu une rétrospective, je sais pas si ça se dit ça, de notre année 2025 ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses là cette année et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie également. Mais quand on a un peu la tête dans le guidon comme ça et qu'on est pris dans le tourbillon de la vie, on se rend plus forcément compte de ce qui s'est passé concrètement, alors qu'en fait, si on reprend un petit peu événement par événement, émotion ressentie par émotion ressentie, et bien en fait on peut tirer énormément de leçons sur tout ce qui s'est passé et s'en servir ensuite pour avoir une vision bien claire et bien définie de ce qu'on se souhaite à nous-mêmes pour la suite. Donc là, on va parler sans tabou, couple, salaire, réseaux sociaux, business. Ici, il n'y a pas de comparaison. Le but, c'est pas de comparer votre vie à la mienne ou de comparer votre vie à n'importe qui d'autre. On avance tous à notre rythme. On a chacun notre vie, en fait. Et si toi, tu as l'impression que dans ta vie, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, bien c'est probablement qu'en fait, tu es en train de suivre sans forcément le faire exprès. La vie, le tracé d'autres personnes en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans notre vie et c'est d'ailleurs pour ça que c'est magnifique. Et en fait, tu peux choisir chaque année, mais chaque mois, chaque semaine, chaque jour en fait, ce que tu décides de faire de ta vie. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je sais qu'on compare beaucoup sur les réseaux sociaux notre vie, même sans forcément le faire exprès, c'est totalement humain. Mais ça, je vous le répète tout le temps, gardez en tête que sur les réseaux, on ne montre que ce qu'on veut et c'est normal aussi de ne pas vouloir montrer forcément les facettes négatives de notre vie, mais on en a tous. L'herbe est verte là où on l'arrose. En première partie de cette vidéo, j'aimerais bien revenir ensemble sur les moments phares de mon année. J'ai essayé de revenir un petit peu sur les événements marquants que j'ai pu vivre dans cette année 2025. Et en fait, c'était assez drôle, entre guillemets, parce qu'il y avait presque un événement marquant par mois. Donc nous allons revenir mois par mois. Tout a commencé en janvier 2025 où ma maman fêtait ses 60 ans et nous a invité toute la famille à un voyage au Mexique. Nous avons tous chopé la tourista et nous avons perdu notre grand-mère. Quand tu crois un petit peu au karma, aux choses comme ça, tu pourrais vite avoir tendance à te dire purée, bah voilà, c'est sûr, il m'arrive ça dès le début d'année. Ça veut dire que mon année, elle va être un petit peu placée sous le signe du pas de chance, quoi. C'est un peu ce truc de parce qu'il t'arrive quelque chose de négatif, tu te mets à voir chaque événement de ta vie comme quelque chose d'encore plus négatif où tu vas plus voir certaines choses négatives. Par exemple, si t'as vécu un truc un peu relou le matin et qu'ensuite t'en revis un juste après, bah tu vas dire bah purée, aujourd'hui en fait je vis que des trucs relous et à la fin de la journée, rétrospectivement, si tu regardes, et ben en fait t'auras fait tomber tel truc, tu te seras taché avec ton café, machin. Alors qu'en fait c'est des trucs, si tu les mets dans une journée où tu t'es pas dit ça dès le début de la journée, bah en fait tu te rends compte que c'est des trucs qui arrivent en fait juste n'importe quand et que c'est un petit peu aléatoire quoi. Donc en fait, et ça je le dis parce que là du coup on arrive bientôt en 2026 et c'est un petit peu tentant de très vite avoir une vision précise, une vision définie de notre année. Mais en fait ta vie et ton année, elle est surtout définie par tes pensées plus que par ce qui se passe. Comme dirait un grand sage nommé Dumbledore, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. En février, j'ai assisté à mon premier séminaire d'entrepreneur. Oui, on passe du coq à l'âne, on enchaîne, il n'y a pas de time. D'ailleurs, j'y retourne en février 2026 parce que c'était juste incroyable. En fait, ce que je me dis souvent, c'est que tu peux pas attendre que les gens investissent dans ton offre, dans ton accompagnement, si toi-même t'es pas capable d'investir dans l'offre et dans l'accompagnement d'autres personnes. L'argent, ça rentre, ça sort, et si t'es pas prête à le faire sortir, t'es pas prête à le recevoir non plus. Ça, c'est un peu des notions business et money mindset qui m'ont pas mal aidée. Dès le début de mon business, j'ai commencé à investir tout de suite. J'ai lâché des 1000 balles dans une coach qui m'a aidée, encore 1000 balles dans une graphiste, et je pense sincèrement que c'est ce qui m'aide à chaque fois faire quelque chose d'encore mieux et de viser encore plus haut. Et en fait, je continuerai d'investir encore et encore. J'estime que quand t'as pas atteint le stade où tu aimerais être,
que ce soit dans le business ou autre en fait, c'est que tu as encore des choses à apprendre et on peut vite être tenté en se disant ouais mais moi j'ai 20 000 abonnés sur Instagram, j'arrive déjà à me faire plus de 1 000 euros, etc. J'ai pas besoin d'aide. Bah si, en fait tu as besoin d'aide parce qu'il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés sur Instagram, il y a des gens qui gagnent 10 000 par mois sur Instagram, donc j'ai encore des choses à apprendre en fait. Et donc je continue d'investir et je continuerai d'investir, que ce soit des freelances, des formations, des événements. Et c'est hyper important de se faire accompagner par des personnes qui sont un petit peu déjà là où toi tu aimerais être, parce que très souvent ton entourage il te comprend pas forcément sur tous les points, ils ont aussi leurs propres limites entre guillemets, leurs propres insécurités et ils peuvent vite te les transmettre. Moi je sais que ce soit mes parents, mes amis, etc. J'ai souvent des phrases du type ouais mais est-ce que tu es sûr que sur Instagram tu vas pouvoir continuer? Est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir continuer de gagner des clients? Mais est-ce que tu te vois encore faire ça dans 10 ans? Et en fait, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important d'avoir un mindset musclé parce qu'en fait, tu es ton entreprise. Si tu flanches, l'entreprise, elle flanche aussi, quoi. Le mois de mars était un petit peu sous le signe de la compétition. J'ai fait un Aerox dès le début du mois. Un Aerox, c'est 8 stations. 8 exercices qui sont alternés avec 1 km de course entre chaque et on l'avait fait en couple avec mon chéri. Et ensuite très vite j'avais annoncé que je préparais déjà depuis plusieurs mois un Ironman 70.3. Donc en gros c'est 1,9 km de nage en eau libre, ensuite 90 km de vélo et ensuite un semi-marathon en course à pied, donc 21,1 km. J'avais fait l'annonce sur Instagram, je vous la remets parce que je la trouvais un petit peu stylée. Mais comment vous dire qu'en fait, je crois que je ne suis pas compétitrice. J'ai vraiment remarqué que j'aime être bonne dans ce que je fais. Je pense qu'on aime tous être bons dans ce qu'on fait. Mais la compétition est forcément liée à la comparaison. Et la comparaison ne m'apporte rien de positif. Et d'ailleurs, j'avais peur de concourir, surtout par rapport à l'Ironman, avec des filles qui allaient justement me faire un peu peur. J'avais peur aussi de devenir ce genre de fille. Et j'avais peur aussi que sur les réseaux, on ait l'image de moi comme étant une de ces filles. Et pour moi, ça collait pas en fait à qui j'étais, à ce que je véhiculais. Et du coup, c'était un peu une période particulière où en même temps, ça prenait toute ma vie. C'était genre 15 heures d'entraînement par semaine. Et en même temps, je voulais pas trop le partager sur Instagram parce que justement, moi, j'encourage toujours à essayer d'avoir le moins de choses difficiles à mettre en place dans son quotidien pour que ce soit facile à tenir. Donc, tout l'opposé en fait de faire 15 heures de sport par semaine, quoi. Le truc, c'est que moi, ça fait un peu des années que j'ai atteint mon objectif physique. Et du coup, j'avais pas du tout fait ça dans un but esthétique. C'était vraiment... c'est con ce que je veux dire, mais pour moi, c'était vraiment partager ça avec mon chéri, en fait, qui de base faisait ça. D'où l'Irox aussi qu'on avait fait en duo. Et franchement, ça avait été super de faire ça tous les deux. On s'était amusés comme des petits fous. Et pareil, en vrai, quand j'y repense au niveau de toute la prépa de l'Ironman, ça m'a vraiment aidé à tenir quand j'étais à Nancy et que j'avais juste envie de partir en fait et que c'était la fin de mes études et tout. En fait, j'ai découvert des petits bonheurs que je ne connaissais pas. Par exemple, aller à la natation, dans de l'eau un peu tiède alors qu'il neige dehors, ou alors longer un fleuve pendant 4 heures à vélo et ensuite rentrer en train. C'est aussi une période qui m'a beaucoup fait sortir de ma zone de confort. On s'était inscrit à un triathlon en plus petit format pour s'entraîner et en fait j'avais fait carrément limite une grosse panique à l'intérieur de l'eau. C'était exactement comme dans Harry Potter 4, je sais pas si vous voyez le moment où ils sont sous l'eau avec les sirènes, les grandes algues et tout. Bref, c'était un cauchemar, je mettais la tête sous l'eau, j'angoissais, je ressortais, je faisais de la brasse et tout, c'était une catastrophe. Sauf que quand tu te prépares là et que tu vas nager des kilomètres et des kilomètres à la piscine toutes les semaines et que t'es pas foutu de faire un crawl quand t'es en compétition,
ça fout un petit peu le seum. J'ai eu besoin de pas mal de courage pour affronter cette peur. Je me suis forcée à aller nager dans des lacs là où la visibilité elle est merdique, là où tu sais qu'il y a des silures et tout, là tu te fais des films de fou, tu te dis que tu vas te faire engloutir par des poissons géants alors que ça n'arrive à personne quoi. Mais ouais, il a fallu que je déconnecte le cerveau et ça m'a appris pas mal de choses sur moi quand même. J'ai notamment appris à plonger la veille de la course parce que j'ai appris que le départ se faisait en plongeon comme ça, 6 personnes toutes les 6 secondes et je n'avais jamais réussi à plonger de ma vie. Toute cette période-là de mars, avril, mai, juin, c'était aussi une période où au niveau de mes études, il se passait pas mal de choses. J'ai rendu mon mémoire, j'ai dû faire ma soutenance aussi. J'avais un stage de 3 mois pour clôturer mes 4 années d'études de kiné. Très vite aussi, on s'est réservé nos billets d'avion pour la Guadeloupe. C'était un petit peu la carotte quoi, c'était le truc qui me faisait tenir. Alors il y a toujours eu les coachings qui m'ont aidé, la création de contenu aussi. Mais quand j'ai su qu'on allait partir vivre sur une île, là, c'était vraiment le truc auquel je me raccrochais pendant tous ces derniers mois d'études où je me sentais emprisonnée. Je comprenais plus ce que je foutais là. Je savais plus si je voulais être kiné. Tout le monde dans mon entourage me disait mais si, tu vas voir, t'aimes bien quand t'es en stage et tout, machin. Et moi, dans ma tête, j'étais là. Ouais. En vrai, si, j'adore la kiné. Franchement, je trouve ça un métier magnifique. Mais c'était pas ce que je me souhaitais en fait. Le 20 juin, je crois, j'ai su que j'étais diplômée kiné. Et là, en fait, il s'est passé un truc de ouf dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Yes, je suis kiné !» mais je me suis dit « Waouh, trop bien, je vais pouvoir coacher, je vais pouvoir créer du contenu, je vais pouvoir améliorer mon offre. Ah, mais je vais pouvoir investir dans la formation de Mathilde aussi. Je vais pouvoir lancer une chaîne YouTube. » Et là, je commence à avoir genre 1000 idées différentes dans la tête, mais aucune en lien avec la kiné. Là, j'ai commencé à me dire, ok, là, il y a peut-être un petit souci, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réfléchi. J'ai relâché 2500 balles dans une formation pour m'aider à gagner encore plus d'argent grâce à mon offre en maîtrisant la communication, le marketing, la vente, etc. Des trucs qui s'apprennent, en fait. Et en fait, pour la première fois, je suis arrivée à un salaire, en fait. C'est-à-dire à un revenu où tu te dis, ok, là, en fait, c'est un métier, quoi. Là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça veut dire que je peux le faire, je peux être coach sportif là, genre je suis pas obligée d'être kiné en fait. Sauf qu'en parallèle de ça, j'étais prise d'une culpabilité immense par rapport à mes parents qui m'avaient payé cette école. La peur aussi d'être incomprise. La meuf, ça fait 9 ans qu'elle est étudiante en fait et qu'elle se bat pour être kiné, c'est-à-dire que moi j'avais fait PACES à la base, j'avais raté kiné à 3 places, je m'étais réorientée en STAPS et une fois que j'ai eu mon diplôme en STAPS d'entraîneur sportif, je m'étais dit putain, ça me suffit pas, j'étais frustrée en fait de pas avoir eu ma place en kiné et là je suis allée en kiné. Mais en fait quand tu fais le calcul, ça fait genre 9 ans d'études pour être kiné, alors que je ne vais pas être kiné. Mais en fait, je le ressentais dans mon cœur que je voulais coacher. Je me suis fait confiance, j'ai suivi les papillons, j'en ai parlé à mes proches et en fait, je me suis rendu compte que mes proches, tout ce qu'ils voulaient, c'était que je sois heureuse en fait. En juillet, août, j'ai profité à 100% de ma famille, de mes amis pour faire le plein de batterie et recharger mon cœur à bloc. Et en septembre, on s'est envolé pour la Guadeloupe. Donc là, nouvelle vie, voilà, nouvel environnement, il y a tout qui change. J'ouvre ma chaîne YouTube, je prends plus de 6000 abonnés sur Instagram, je reprends la salle, je suis dans une hyper bonne dynamique. Je ressens au fond de moi de la légèreté, de la paix. Et je me rends compte que c'est exactement les émotions, les sensations que j'aime ressentir et c'est ce que je recherche en fait au plus profond de moi. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est précisément ça que je veux vous véhiculer comme message dans cette vidéo. C'est que les périodes de votre vie où vous vous sentez légère, où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez aligné, où tout est simple, tout est fluide, et c'est hyper important de déterminer qu'est-ce que vous faites en fait dans ces moments-là. Et c'est précisément ces actions-là qui nous ressourcent, qu'on doit identifier pour ensuite les garder et les mettre en place ou les remettre en place pour 2026. J'ai noté un petit peu pour moi quelles étaient ces actions et je pense que c'est un travail qui peut être hyper intéressant pour vous à faire. Si vous avez eu la chance d'avoir par exemple un mois dans cette année 2025 où vous vous êtes senti justement juste bien, ou même une semaine ou une journée, peu importe, essayez justement de lister tout ce que vous faisiez à cette période. Moi, ce qu'il y a, c'est salle 3 fois par semaine, surf 1 fois par semaine, faire une vidéo YouTube type vlog sur une semaine, avoir des assiettes équilibrées, tester des recettes,
coacher, me former tous les jours en améliorant mon offre, en améliorant ma communication, en améliorant mes ventes, en suivant ma formation, les lives, etc. Poster sur Instagram certains formats en particulier, tout ce qui touche notamment au rapport à l'alimentation, au rapport au corps, à la digestion. En fait, c'est les sujets qui me parlent le plus et dont j'aime le plus parler, surtout avec un petit peu un format en voix off. Lire tous les jours, me coucher tôt et me lever tôt sans réveil, une activité off par jour, même si c'est juste aller voir un coucher de soleil, et une journée off par semaine sans écran. Et ensuite, il y a eu le mois de novembre. Là, c'est un petit peu là que tout est parti en sucette. Tout a commencé avec une avalanche de haine que j'ai reçue suite à un contenu que j'ai posté et qui a percé. Déjà, il faut partir du principe qu'à partir du moment où tu perces, tu as forcément des haters qui débarquent dans tes commentaires. C'est pour ça que percer, c'est pas forcément ce qu'on recherche le plus quand on est sur les réseaux. T'es un peu obligé d'avoir les épaules solides pour pouvoir encaisser tout ça. Mais en fait, il y a des jours où juste t'es plus fatigué, t'es plus sensible, et où ça te touche plus tout simplement. Derrière ça, on a eu la visite d'amis pendant 1 mois, j'en ai parlé pendant ma précédente vidéo YouTube. Donc là, on a eu tout notre rythme qui a été chamboulé. En plus de ça, on a chopé la dingue. Je me suis sentie vraiment moins alignée pendant cette période. Et avec un petit peu de recul, c'est hyper intéressant justement de comparer avec les actions que je vous ai listées avant et de voir si je les faisais ou pas tout simplement. Et du coup, je vous dis, j'allais plus à la salle, je faisais plus de surf. Sur YouTube, je n'ai fait que des formats plus courts. Sur Instagram, pareil, des formats plus courts parce que j'avais moins de temps pour ça. J'ai plus cuisiné et j'ai même d'ailleurs perdu le plaisir de manger suite à la dingue. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, aimer manger et être gourmande, c'est juste la vie en fait. Voilà. Donc si un jour vous culpabilisez d'être gourmande, d'aimer le sucré, d'aimer le gras, d'aimer la quantité, ne culpabilisez pas parce que franchement, quand il n'y a pas tout ça, la vie c'est pourri. J'avais plus le temps de me former puisque on sortait, plus de lecture non plus, je me couchais tard, je me levais tard et j'étais fatiguée. Pour couronner le tout, on avait vachement de mal à communiquer dans notre couple parce que quand il y a du monde dans la baraque, c'est un peu difficile de s'exprimer. J'avais la culpabilité quand je bossais parce que je me disais que je profitais pas de mes amis. J'avais la culpabilité quand je bossais pas parce que je me disais que j'étais pas assez présente pour mes coachés, pas assez présente sur mes réseaux. Je l'ai ressenti dans ma communication, je l'ai ressenti aussi dans mon lien avec mes coachés. Bon après forcément quand j'avais la dingue pendant une semaine, j'étais incapable de regarder mon tel pendant 1 minute, sinon juste je vomissais. Mais au moins, ça m'a forcé à couper. Et en ce mois de décembre 2025, le dernier mois de l'année, eh bien, je me rends compte qu'il est plus doux, il est plus tranquille et je remets en place petit à petit, tranquillement, certaines justement de ces habitudes qui me faisaient du bien. J'ai choisi la vulnérabilité pour la première fois de ma vie, je pense, et j'ai parlé un petit peu ouvertement de ce que j'ai traversé parce que j'estimais que c'était important aussi de montrer que on n'est pas tous tout le temps heureux sur les réseaux, que c'est pas parce que t'habites sur une île que t'es forcément au paradis dans ta tête et qu'au final ce qui compte vraiment c'est pas tellement où tu es ni avec qui tu es, mais c'est plutôt comment tu te sens avec toi-même. J'ai vraiment envie d'être plus authentique, d'être plus vulnérable, que ce soit sur les réseaux et dans ma vie. Sauf que du coup, ça a un petit peu inquiété mes proches qui se sont dit mais ouais, elle lui arrive quoi? Elle a jamais parlé de ça, elle doit être au bout de sa vie en fait. Et puis en plus, plus tu te montres vulnérable, plus tu t'exposes aussi à recevoir des messages style ce genre de trucs que j'ai pu recevoir. Et forcément, plus tu montres le vrai toi, et plus les messages que tu peux recevoir sur toi peuvent te toucher facilement. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre la vulnérabilité et ce qu'on montre et une forme aussi de protection à trouver. Bref, j'y vais à mon rythme, je reprends tranquillement, je n'ai toujours pas repris la salle de sport, je vous avoue. Après ça c'est quelque chose que je partage souvent sur les réseaux aussi et je sais très bien que là à l'approche des fêtes je vais pas aller une seule fois à la salle de sport. Bon après je dis ça se trouve je vais y aller un peu mais c'est jamais un objectif pour moi de me fixer des objectifs précis à des périodes comme ça où mon objectif en fait c'est juste de profiter avec ma famille, de profiter de mes proches, de profiter des moments. Moi la musculation, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai atteint mon objectif physique depuis longtemps, je me vois encore en faire dans 10 ans, dans 20 ans, je l'espère. Donc s'il y a des moments où il doit y avoir des pauses ou des moments où la reprise doit être très progressive, et c'est comme ça, c'est tout. Pour ce deuxième temps de la vidéo, j'aimerais qu'on segmente un petit peu notre vie en différents domaines pour voir un petit peu dans chaque élément de notre vie ce qu'on a traversé, ce qu'on a réussi, ce qu'on a peut-être foiré et quelles leçons on peut en tirer. Parce que pour moi, derrière chaque chose qu'on va vivre, en fait, on peut en ressortir quelque chose derrière. C'est d'ailleurs Mathilde, oui, je parle beaucoup d'elle, celle dont j'ai la formation et où je vais à l'événement en février, qui dit beaucoup cette phrase qui est « où est le cadeau ?» C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, en fait, il y a un cadeau derrière. Et si c'est quelque chose de très dur
qui t'arrive, et bah tu peux quand même en ressortir une leçon qui t'aidera certainement à traverser d'autres choses ou à faire d'autres choses. Revenir sur chaque domaine de la vie comme ça revient pour moi à prendre du recul par rapport à ça, essayer d'identifier ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, les émotions que ça nous a procurées, et en fonction de ce qu'on a ressenti, choisir si on garde ou on garde pas ce qu'on avait mis en place. Donc je vous ai classé tout ça en 10 thèmes: le couple, le business, l'argent, les réseaux sociaux, le sport, l'alimentation, la famille, les amis, la santé et l'organisation. Bon, j'ai fait ces 10 thèmes, mais pour toi, ça peut peut-être en être d'autres si ça te parle plus. Pour notre premier thème, qui est le couple, j'aimerais revenir justement sur ce dont je vous parlais, du fait que dernièrement, il y a eu des moments où avec mon chéri, on avait du mal à communiquer. Avec mon mec, là, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble. Et je pense que c'est important de bien réaliser qu'en fait, dans un couple, c'est absolument normal qu'il y ait un peu une alternance de périodes où des fois tout va rouler, ça va être hyper fluide, et d'autres fois on va avoir l'impression qu'on se comprend pas, qu'on n'est pas connecté. Et en fait nous, ce qu'on a vraiment remarqué dans notre couple, c'est que quand les deux le veulent vraiment, faut vraiment que ce soit des deux côtés pareils, et à un moment faut que le truc y pète quoi. Faut que chacun exprime son point de vue, parce que forcément s'il y a une incompréhension, c'est que chacun a un point de vue qui est différent de l'autre et que l'autre n'arrive pas à le comprendre. Donc c'est hyper important de réussir à exprimer son point de vue, de réussir à écouter l'autre sans avoir envie de tout remettre en question ce qu'il va dire, puisque ce qu'il ressent c'est forcément une vérité. Une fois qu'on a entendu les besoins de l'autre, ensuite c'est important de faire les efforts. Parce qu'en fait souvent ce qu'on se dit quand il y a une dispute comme ça dans un couple, c'est que ah purée, c'est hyper compliqué machin, je m'en sortirais mieux seule ou je m'en sortirais mieux avec quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'en fait, dans une autre relation par exemple, ce serait plus facile, qu'on nous comprendrait mieux, que ça matcherait mieux. Sauf qu'en fait, si là, tu te lançais dans une nouvelle relation, tu n'agirais pas du tout de la même façon que comment tu agis au bout de 10 ans dans ton couple. Et les efforts que tu serais capable de faire en te lançant dans une nouvelle relation, en fait, autant les faire dans ta relation actuelle. Un autre exemple aussi, ça peut être d'essayer de se rappeler de nos comportements et de nos efforts qu'on faisait par exemple les premiers mois ou la première année d'une relation, et les comparer justement à ce qu'on fait maintenant, et souvent c'est bien différent. Côté business, ça a toujours été un rêve pour moi de vivre de mon business, et là aujourd'hui, j'en vis et j'ai un peu du mal à réaliser. Je pense que entreprendre, c'est y croire profondément, mais douter beaucoup trop souvent. Ouais, je crois que ça représente pas mal en fait. Quand t'as ton business, il y a des matins où tu te réveilles et t'as l'impression que t'es en train de tout déchirer, et puis le lendemain matin, tu vas te réveiller et t'auras l'impression d'être une grosse merde et tu vas remettre absolument tout en question. Je me dis souvent que tout ce dont j'ai toujours rêvé se cache derrière ma peur, et que si mes rêves ne me font pas peur, c'est probablement qu'ils ne sont pas assez grands. Et comme dirait Orelsan, décidément je fais beaucoup de citations dans cette vidéo, hein. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Ma petite note à moi-même pour cette nouvelle année qui va arriver, c'est de prendre soin de moi pour mon business, parce que je suis mon business et que si je prends soin de moi, je prends soin de mon business. Côté argent, dur de vivre de son activité. Ça met pas mal de pression cette histoire, parce qu'en fait quand j'étais étudiante, je pouvais gagner de l'argent avec ce que je faisais avec mes coachings quoi, mais il n'y avait pas cette pression de je dois payer ci, je dois payer ça, j'ai des charges et machin. En plus nous, quand on est arrivé là en Guadeloupe, on a eu 1000 trucs à payer en fait, c'est-à-dire qu'il a fallu payer 3 mois de loyer par 3 mois de loyer d'un coup comme ça, bam, plus 2 mois de caution, plus l'achat d'une voiture, plus les billets d'avion. Le risque un peu, c'est que ça mette dans une énergie de peur, une énergie de manque, et ça c'est pas bon pour le business. Parce qu'après, du coup, les actions que tu mets en place, elles sont dictées justement par la peur, et ça peut te mener à des actions qui sont désalignées de ce pourquoi tu fais vraiment les choses. Alors que quand tu te mets dans une énergie un petit peu d'abondance et d'alignement, et quand tu fais les choses que tu aimes, et en fait, ton énergie est différente et la façon dont tu fais les choses change tout en fait. Donc ce qui n'est pas évident, je trouve, quand tu as une activité comme ça où t'as pas un salaire fixe, c'est de réussir à trouver une forme de stabilité financière sans qu'elle soit liée à un revenu fixe en fait. C'est-à-dire que la stabilité financière, elle doit être à l'intérieur
de nous, malgré un mental qui va faire que monter, descendre et les montagnes russes, mais ça je pense que c'est totalement normal quand tu as ton activité. Côté réseaux sociaux, c'est un peu bizarre je pense, mais je ne me définis pas du tout comme quelqu'un de réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai une alarme tous les jours au bout de 15 minutes sur Insta qui me bloque l'application. Bon souvent je le repousse un petit peu, mais en fait je trouve que être sur les réseaux et scroller, ça nous amène à 3 trucs que je trouve merdiques. Le premier, te comparer. Même si tu le veux pas, même si tu le cherches pas, tu seras forcément face à des gens qui vont avoir une vie qui va te donner envie, des voyages qui vont te donner envie, un corps qui va te donner envie, une alimentation qui va te donner envie, une maison, un couple, une famille, des amis. Des amis, de la famille, des amis. Et toi, tu te compares parce que c'est humain, sauf que très vite, c'est délétère parce que t'as l'impression que ta vie est moins bien, ce qui est pas du tout le cas. Deuxième truc, ça amène à déprimer parce que t'es là, tu scrolles, et en fait, des fois, tu te rends compte que tu sais même plus pourquoi tu fais ça te rend pas forcément heureux. Et ça nous amène au dernier point, qui est que tu peux finir par scroller comme ça pendant des heures. Et franchement, aller sur ton tel pour être sur Insta 10 minutes et finir par avoir passé 2 heures dessus, juste c'est de la merde et t'as perdu des années de ta vie. Et moi, c'est surtout ce truc-là que j'ai pas envie de vivre et ce pourquoi j'ai mis en place ce système d'alarme il y a au moins 1 an, je pense. Sauf que quand c'est ton métier de créer du contenu, t'es un petit peu obligé d'être là. Et des fois t'as pas envie, et des fois t'es fatigué, et des fois t'as la flemme. Après c'est comme tous les travails quoi. Sauf que vu que c'est un métier d'image où ton énergie reflète ton contenu, je sais pas, ça veut dire quelque chose que je veux dire. Bref, je trouve que ce qui est difficile, c'est de rester aligné avec ce qu'on poste, de continuer de grandir sur nos réseaux sans se perdre et de se montrer authentique et vulnérable alors qu'en fait on est des humains et comme tout le monde, on a peur d'être vu tel que nous sommes, on a peur d'être jugé, on a peur d'être moqué. En plus sur les réseaux, c'est pas évident de se détacher des chiffres. Moi franchement, j'ai fait un gros travail sur ça il y a l'année dernière déjà, mais vraiment ce truc de je poste, regardez combien j'ai fait de vues, regardez combien j'ai fait de likes et tout ça, c'est hyper délétère parce que dès que t'as des contenus qui percent un petit peu, derrière tu peux avoir une rechute et tout, ça c'est nul. Mais forcément, même si t'as tes distances par rapport à ça, ce que je pense honnêtement avoir, forcément tu vas quand même avoir des contenus des fois qui vont mieux marcher, des fois t'as des contenus qui vont flopper et tout. Mais si tu t'arrêtes quand tu floppes sur les réseaux, tu t'arrêtes assez vite je pense. Et ça revient justement à la peur d'être vu, à la peur d'être jugé. Et c'est des peurs sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui ça ne m'empêche plus de faire ce que j'ai envie de faire. En plus, tu ne peux véritablement échouer que si tu décides que t'as échoué en fait. Tant que tu continues, tu te laisses l'opportunité de réussir. Ça, c'est un truc qu'on avait pas mal vu dans les documentaires d'Orelsan, celui de Squeezie aussi. Ce truc de, c'est pas des gens qui ont réussi du jour au lendemain. En fait, c'est des gens qui ont échoué. Mais en fait, ils ont réussi parce qu'ils ont continué d'échouer. Donc ça, c'est ton signe de si t'as envie vraiment de faire quelque chose, si c'est la peur du jugement des autres qui te bloque, mais fais-le en fait. Et je pense qu'en fait, au fond, personne n'en a véritablement quelque chose à faire de ce qu'on fait. Ça, c'est un truc que je dis souvent à la salle pour mes coachés par exemple qui ont peur d'aller faire leur première séance. Souvent, on a peur d'être critiqué, d'être moqué, qu'on fasse des réflexions par rapport à notre corps, par rapport à notre façon d'exécuter les mouvements et tout. Mais en fait, personne se fait un avis sur toi. Tout le monde s'en fout et tu n'intéresses personne. C'est terrible, mais c'est trop bien dans un autre sens. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Côté sport, ce que je retiens par rapport à tout ce côté compétition, etc., c'est qu'en fait, je n'ai rien à prouver à personne. Pour moi, maintenant, la compétition va d'office avec la comparaison et la comparaison ne m'apporte rien. Je sais pas si vous avez un avis sur ce sujet parce que peut-être que là, je suis un petit peu trop extrême. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, aujourd'hui, je vais faire du sport pour ma santé physique, pour pas avoir mal au dos, pour avoir des articulations en bonne santé. Je vais faire du sport pour ma santé psychologique, mon bien-être mental, que ce soit sur le court terme quand je suis à la salle, que ce soit quand je sors de la salle avec mon shot de dopamine, ou que ce soit à plus long terme avec ce sentiment d'accomplissement, de fierté qui me pousse à être plus productive, plus efficace et à plus profiter en fait de tout le reste de ma vie. Il faut vraiment que j'arrive à me sortir un peu de ma tête ce truc toujours de comparaison. Je le dis souvent, j'ai atteint mon objectif physique, je me sens bien dans mon corps, j'aime l'image que je renvoie et je me sens bien à
l'intérieur. Et pourtant, quand t'es sur Insta, que tu vois des corps qui sont tous hyper bien foutus toute la journée, en fait, t'as ce truc dans le cerveau qui te fait te dire t'es pas assez, faudrait que tu sois un peu plus comme ci, faudrait que t'aies un peu plus de ça, faudrait que t'aies un petit peu moins de ça. Mais en fait, si t'enlevais la comparaison, si t'enlevais les autres photos, les autres vidéos des autres corps, ça se trouve, ton corps, tu l'aimerais. Donc je pense que parfois, mieux est l'ennemi du bien, c'est ça la phrase, et qu'on n'a pas forcément besoin de viser des idéaux de fous furieux pour juste se sentir bien en fait. Côté alimentation, je pense que manger équilibré, c'est très simple pour moi depuis plusieurs années maintenant. Écouter mes sensations alimentaires aussi. Je me sens libre de manger absolument tout ce que je veux, autant que je veux. J'anticipe rien, je contrôle rien, je compense rien. Et je sais que c'est pas forcément le cas de vous là qui êtes en train de me regarder, mais si ce n'est pas le cas, sachez que les choses peuvent être différentes. Là où ça pêche par contre de mon côté, c'est vraiment l'hydratation. Ça c'est un truc que je remets dans toutes mes résolutions de l'année. Essayer de boire 1,5 litre à 2 litres par jour et honnêtement, je galère. Côté famille, je me sens très proche de ma famille, mais je ne les vois que très peu, surtout là en plus j'habite en Guadeloupe et tout, donc voilà. Je leur parle très peu à distance, globalement je parle très peu à distance à un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que je ressens que j'ai plus le besoin de leur parler, de les voir, de passer du vrai temps avec eux longtemps. Je pense que j'aimerais quand même plus les appeler par exemple, leur envoyer des messages, donc c'est des choses que j'aimerais améliorer. Côté amis, je pense que j'ai vraiment mon cercle d'amis et chacun de mes amis sait très bien qu'il en fait partie. Si vous êtes par ici, gros bisous sur vous. Après, c'est vrai que à côté du côté ami, pour moi, je vois un petit peu aussi le côté social, les sorties, voilà, les rencontres, le truc de vas-y, mardi soir, on va voir si, jeudi soir, on est invité chez eux, nan. Ça, en Guadeloupe, y a pas. J'ai essayé, je l'ai fait plusieurs fois quand même, de sortir, de rencontrer des filles, de faire des sorties, d'aller faire des visites, des trucs avec des filles. Salut, coucou. Une pause s'impose. Ça va, t'es trop mimi. Mais ouais, je pense que c'est important d'avoir un peu des relations sociales, une vie sociale en fait. Mais c'est peut-être terrible ce que j'ai envie de dire, mais c'est comme si j'en voyais pas forcément l'intérêt à côté des relations fortes que je peux avoir avec mes amis. Mais en fait, il faut vraiment que je me dise que c'est pas forcément indissociable, mais je sais pas, c'est un peu bizarre dans ma tête, c'est un peu flou ce domaine, je vous avoue. Côté santé, je me sens quand même pas mal à l'écoute de mes besoins, que ce soit mes besoins physiques, mes besoins psychologiques. Faut savoir que tout ce qui est stress, je ressens tout au niveau du corps, au niveau des tensions musculaires dans le ventre. Et je suis très attentive à ce que je ressens à l'intérieur de mon corps. Donc globalement, j'arrive toujours à poser des mots sur les émotions que je ressens. Je ressens beaucoup d'émotions. Je suis très à l'écoute aussi de mon cycle. Ça, je vous en ai jamais parlé ici, mais ma contraception depuis 2018 maintenant, c'est la symptothermie, donc ça repose sur vraiment l'écoute de notre cycle, etc. Donc je sais toujours de très près où en est mon corps et en fonction de comment je me sens, ça me sert vraiment de boussole, de repère pour savoir où est-ce que je veux aller, parce que du coup j'arrive facilement à définir ce qui me fait du bien ou ce qui me fait pas du bien. Si t'as tendance à pas trop ressentir des choses, essaie peut-être de travailler sur ça, parce que franchement notre corps nous dit tout. Et si à l'inverse tu ressens beaucoup et que t'as l'impression de ressentir trop, et sois heureuse de ressentir beaucoup, parce qu'en fait pour moi c'est une chance, parce qu'en fait une vie où tu ressens rien, c'est juste une vie de merde, voilà. Et enfin le dernier thème, organisation. Bon là c'est là où j'ai eu vraiment beaucoup de grosses difficultés dernièrement, surtout quand je devais le combiner avec le fait de profiter de mes amis, le fait de travailler, le fait d'être malade, le fait de devoir gérer le décalage horaire aussi, ça c'est une galère. Clairement sur tout ça, il y a du boulot, je le sais, j'ai toujours été très désorganisée. À chaque fois que j'en parle à des gens autour de moi, on me dit « Bah non Ariane, t'es pas tant désorganisée que ce que tu crois, sinon t'arriverais pas à faire ci, t'arriverais pas à faire ça. » Oui, j'arrive à faire énormément de choses, mais honnêtement, je ne sais pas comment je fais parce que je n'ai pas d'organisation. Genre vraiment, j'ai des to-do list. Le matin, je me fais une to-do list, mais de 1, j'arrive jamais à arriver à la fin de ma to-do list. Et de 2, j'ai pas de to-do list sur la semaine, sur le mois. Enfin, c'est vraiment pas clair. Donc ça, je pense que c'est clairement quelque chose sur lequel il faut que je travaille, mais en vrai, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes hyper organisés. En fait, moi, j'ai l'impression que l'organisation, ça me tend. Genre, mais du coup...
Ça fait un peu souvent rire mes proches, mais je fais tout à la dernière minute, je galère un peu sur tout, j'oublie tout, j'arrive en retard, enfin vraiment une catastrophe quoi. Mais en fait, si je me mets à tout organiser, ça me stresse. Moi, je suis vraiment de la team, je vis au jour le jour, je vis le moment présent, ça, y a pas de problème. Mais du coup, dès qu'il y a des trucs qui viennent un peu troubler le peu d'organisation, le peu d'équilibre que j'ai, et bah très vite, en fait, ma vie devient un chaos. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. L'idée n'était pas de savoir si j'avais passé une bonne année 2025 ou pas, ou si toi-même tu as passé une bonne année 2025 ou pas, mais plutôt de revenir sur les événements marquants, se rappeler de ce qu'on a vécu, ce que ça a révélé de nous, que ce soit le positif, qui nous aide du coup après à pouvoir récupérer, identifier ces éléments-là pour les garder, ou le négatif, qui nous permet alors de trouver où est le cadeau, et de trouver la leçon qu'on peut tirer de cette situation. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à prendre peut-être un temps pour vous là, pour essayer de revenir justement sur peut-être les événements marquants que vous avez traversés pendant cette année 2025. Ça peut être des choses qui se sont passées, ça peut être des mois de l'année. Vous pouvez aussi revenir comme moi sur différents domaines pour un peu cibler les domaines où il y a du boulot et ceux où il y en a moins. Je vous remettrai les 10 domaines que j'ai utilisés pour moi en description, mais comme je vous avais dit, ça peut être totalement d'autres pour vous. Très honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette vidéo, de la tourner, mais surtout de la rédiger en fait. Ça m'a fait du bien en fait tout simplement de faire cet exercice. Je me sens vraiment ressourcée, comme si j'avais un petit peu rangé toutes les pièces du puzzle et que j'avais vraiment une vision claire sur l'année 2025, mais aussi sur tout ce que je veux faire par la suite. Je vous ferai une vidéo sur un petit peu mes résolutions de l'année 2026, mais je pense que je vous la ferai en début d'année. D'ici là, je vous dis de faire ce petit travail sur vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je pense que je reviendrai sur comment je m'apprête à gérer les fêtes de fin d'année. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous.